On va lui cliquer. Alors, est-ce que c'est bon? Tout le monde est bien installé? Donc, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau séminaire de Maths pour tous. Donc, merci à tous d'être venus et notamment à la classe de Terminale S du lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles. Merci à vous. Ah oui, avant de commencer, si jamais je ne parle pas assez fort ou que vous ne voyez pas ce que j'écris à un moment sur le tableau, n'hésitez pas à me le signaler, c'est vraiment important. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à n'importe quel moment de l'exposé. Donc, moi, j'ai choisi de vous faire rêver un peu et de vous faire voyager à travers des espaces de dimension supérieure. Alors, déjà, pour vous, ça évoque quoi, cette idée d'espace de dimension supérieure? Est-ce que quelqu'un a envie de partager? Ouais. C'est un peu comme la géométrie dans l'espace. Ouais, donc c'est un peu comme la géométrie dans l'espace. Donc, effectivement, on a l'habitude souvent au lycée de faire de la géométrie dans le plan, mais on sait qu'on peut aussi faire de la géométrie dans l'espace à 3 dimensions. C'est très intéressant, c'est exactement la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut faire de la géométrie dans des espaces de dimension plus grande que 3? Alors déjà, après 3, il y a 4. Donc est-ce que vous avez déjà essayé d'imaginer un espace à 4 dimensions? Est-ce que ça vous évoque quelque chose, cette idée de 4 dimensions? Oui? Ah oui, alors c'est effectivement, donc les cinémas en 4D, effectivement, on est passé des dessins animés dans le plan à la 3D où on peut voir les volumes, et alors la 4D, donc c'est quand il y a les sensations en plus. C'est ça, donc effectivement, dans l'usage courant, on utilise notamment 4e dimension dans ce cas-là, mais dans ce contexte-là, qui n'est pas très mathématique. J'avais trouvé d'autres exemples, alors dans les arts, par exemple avec Salvador Dali, ou dans la science-fiction, on a souvent cette idée de voyage dans des 4e dimension. Donc là, c'est une série américaine des années 60. J'avais trouvé une citation de Proust aussi qui parlait de la 4e dimension. Bon, voilà, donc des exemples un peu culturels. C'est quelque chose qui fascine. Mais mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginer des espaces de dimension plus grande que 3. Bon, si vous trouvez que la question n'est pas très naturelle de vouloir imaginer des espaces à 4 dimensions, c'est tout à fait normal. Historiquement, ça a mis beaucoup de temps à venir aussi, cette idée. Donc, pourtant, de la géométrie, on en fait depuis très longtemps. Donc, à l'Antiquité, Aristote, dans son traité Le ciel, il nous parle de 3 grandeurs. La ligne, la surface et le corps, ce qui correspond au volume. Et il ajoute qu'il n'y a pas d'autre grandeur, parce que 3 est tout et que 3 renferme toutes les dimensions possibles. Bon, je ne sais pas si c'est très convaincant comme explication pourquoi on ne va pas au-delà, mais effectivement, dans notre monde physique, on est dans un espace tridimensionnel. Au XVIIIe siècle, donc, j'ai pris un extrait de l'article « Dimension » de l'encyclopédie d'Alembert, mathématicien et philosophe Jean Leron d'Alembert. Donc, il dit que pour lui, ce n'est pas possible de concevoir des espaces de dimension plus grande que 3. Néanmoins, il ajoute qu'une connaissance croit qu'on pourrait regarder la durée comme une 4e dimension. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient pensé l'espace-temps à 4 dimensions. Donc, effectivement, c'est un outil utile pour les physiciens. Mais l'idée juste d'un espace abstrait à 4 dimensions, ce n'est venu qu'au XIXe siècle, avec le mathématicien allemand Ludwig Schläfli. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Ludwig Schläfli. En fait, il n'est pas très connu, même parmi les mathématiciens à l'époque. Donc lui, c'est le premier qui s'est vraiment dit il n'y a pas de raison de se limiter à de la géométrie en 2 dimensions, donc dans le plan, ou en 3 dimensions dans l'espace. On va imaginer des espaces de dimension 4, et on peut même montrer des théorèmes de géométrie dessus. Donc c'est fascinant. Oui, il y a des gens qui arrivent à presque voir la dimension 4. Et donc, à son époque, ces travaux sont restés vraiment méconnus, et c'est qu'au XXe siècle qu'on en a compris l'importance et que c'est devenu un peu naturel pour les mathématiciens de parler d'espace de dimension quelconque. Ah oui, j'ai oublié de préciser, toutes les diapos seront mises sur le site du séminaire, donc si vous voulez éviter de prendre des notes, il y aura tout. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, on va répondre un peu aux questions suivantes. Déjà, pourquoi on a envie d'étudier des espaces de dimension supérieure à 3? Voilà, ce n'est pas forcément très naturel, mais je vais essayer de donner un peu des raisons. Et aussi, qu'est-ce qu'on entend? Comment on calcule les dimensions d'un espace? Ensuite, pour appréhender un peu la démarche du mathématicien qui a tendance à généraliser ses problèmes, j'ai choisi un problème, une histoire de boule de pétanque, dont je vous parlerai plus en détail tout à l'heure, donc qui s'exprime en trois dimensions.
mais on va voir comment on peut essayer de généraliser ça et quels outils mathématiques on a pour faire de la géométrie en dimension 4, en dimension 5 ou en dimension autant qu'on veut. Dans la troisième partie, on verra que cette histoire d'espace de dimension plus grande que 3, c'est pas seulement pour faire joli, parce que les mathématiciens ont envie de faire ça, pour s'amuser, mais il y a des problèmes très concrets qui peuvent s'exprimer dans des espaces de grande dimension. Et donc là, je vous montrerai un exemple. Alors j'ai choisi comme prétexte une histoire de fabricant de gâteaux. Voilà. Alors, donc commençons. Est-ce que vous avez des idées de raisons pour lesquelles on pourrait avoir envie d'étudier des espaces de dimension plus que 3 ? Bon, alors moi, je vous en ai mis quelques-unes qui sont assez personnelles. Je pense qu'on pourrait en trouver d'autres. Moi, je trouve que déjà, c'est intéressant de se dire qu'on peut dépasser les limites de notre perception. Parce que nous, ce qu'on peut concevoir, ce qu'on peut facilement visualiser, c'est les dimensions 1, 2 et 3, notre espace, l'espace dans lequel on vit. Mais se dire que grâce aux mathématiques, on va pouvoir s'abstraire de juste ces limites qui sont physiques, de nos sens physiques, et étudier des espaces de dimension 4, de dimension 5, qu'on ne peut pas directement percevoir, mais on va pouvoir quand même en avoir une certaine compréhension. Grâce à l'imagination et aux outils mathématiques qu'on va se donner, on va pouvoir dire des choses sur ces espaces-là. Même si on ne les voit pas, on va pouvoir les étudier. Après, on peut aussi se demander comment on peut en avoir un peu une intuition. Donc c'est aussi une des questions qu'on va aborder. Et je trouve que notamment, ça permet de prendre une certaine hauteur de point de vue et de se poser des questions qu'on n'imaginerait pas très bien si on ne pouvait pas se sortir un peu de ce monde, dans 3 dimensions auxquelles on est lié. Par exemple, on pourrait essayer d'imaginer la forme de l'univers. C'est un peu curieux comme question peut-être. Un parallèle que j'aime bien pour essayer d'appréhender les dimensions plus grandes que 3, c'est de faire un parallèle à qu'est-ce qui se passerait si on voulait expliquer la dimension 3 à un être, ou par exemple une fourmi, qui pourrait vivre que dans un espace de dimension 2. Donc imaginons, c'est une expérience de pensée, je pense que les fourmis elles perçoivent la 3 dimensions, mais imaginons qu'on a une fourmi qui peut vivre que dans un espace plat. Donc tout ce qu'elle peut voir, c'est ce qui se passe sur mon tableau, par exemple, si c'est un plan. Et par contre, la hauteur, les volumes, ça, elle ne peut pas les voir, elle ne peut pas les sentir, mais on peut essayer de lui faire comprendre. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Donc notre fourmi, elle a l'impression de vivre sur un espace tout plat, mais imaginons qu'elle soit en fait à la surface d'une sphère. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Notre fourmi, elle a l'impression de voir l'infini partout, qu'elle peut aller aussi loin qu'elle veut dans n'importe quelle direction de son plan. Mais ce qui se passe, c'est que si elle est à la surface d'une sphère, si elle part dans une direction, hop, elle va finir par revenir au point de départ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre pour la fourmi. Elle part dans une direction et elle revient à son point de départ. Imaginez, nous, si on avait une fusée qui pouvait aller aussi loin qu'on voulait en ligne droite. Donc on part dans une certaine direction avec notre fusée imaginaire. On va extrêmement loin, mais on finit par revenir à notre point de départ. Ça paraît curieux, non? Pourtant, la fourmi, on est capable de comprendre pourquoi elle revient à son point de départ. C'est parce qu'en fait, le monde dans lequel elle vit, elle a l'impression qu'il est plat, mais en fait, non, il est courbé, il forme une sphère, donc elle revient. Nous, on comprend parce qu'on peut voir cette 3e dimension. On peut sortir de juste son espace à 2 dimensions. C'est la même chose pour nous. Si jamais on pouvait imaginer un espace de dimension plus grande que 3, on pourrait se poser la question, quelle est la forme de notre univers? Peut-être qu'il est en quelque sorte courbé et qu'on peut avoir des phénomènes aussi bizarres que de dire que si on va dans une direction, on va finir par revenir à notre point de départ. Donc après, il y a plein de théories actuellement pour essayer de savoir quelle est la forme de l'univers et dans quel espace de dimension plus grande on pourrait être plongé. Mais ce n'est pas élucidé. Donc voilà, je trouvais ça intéressant comme point de vue, de se dire que ça nous ouvre un peu l'esprit sur d'autres questions. Mais voilà, je vous rassure, ça permet aussi de résoudre des problèmes beaucoup plus concrets, des situations ancrées dans le réel, qui s'expriment dans des espaces de grande dimension. Et donc les outils géométriques qu'on a forgés pour les étudier, même si au départ on peut les étudier juste pour le plaisir et de manière abstraite, en fait ces outils ils vont être utiles dans des situations très concrètes et c'est très utilisé partout actuellement. Mais donc je vous donnerai un petit exemple dans la partie 3.
Bon, ah oui, mais donc là, j'ai essayé d'expliquer un peu pourquoi on étudiait des espaces de dimension plus grande que 3. Mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par dimension d'un espace? Alors, pour la plupart de l'exposé, je vais parler d'espace euclidien. En fait, ce que j'ai envie de, quand je parle d'espace, c'est de généraliser les espaces qu'on connaît bien. Alors, donc la droite, ça il y a combien de dimensions? Voilà, un espace de dimension 1, c'est juste une droite, toute plate, comme ça. Ensuite, en dimension 2, ça va être le plan. Donc c'est un plan tout plat, comme celui-là, mais vous l'imaginez prolongé à l'infini. Donc c'est déjà des abstractions de dire la droite, le plan, parce qu'une droite, on ne peut pas vraiment la voir. Mais quand même, elle est d'épaisseur nulle, et elle s'étend infiniment. Donc on ne peut pas la voir, mais quand même, je pense que vous pouvez tous vous concevoir une droite. Oui. Oui, alors effectivement, c'est intéressant. On peut se dire juste un point, ça, on va dire que c'est la dimension 0. Merci pour la question. Ouais, c'est pas très très intéressant comme espace. Donc, voilà, la dimension 0, c'est juste un point, mais quand même, on est content de le connaître. Et enfin, en dimension 3, c'est le volume qu'on connaît habituellement. Bon, je le fais un peu comme ça avec 3 axes, je ne sais pas si ça vous parle, ou un cube. Bon. Donc voilà, notre espace qu'on peut imaginer infini, prolongeable dans toutes les directions et qui se ressemble un peu partout. Donc voilà, c'est ce genre d'espace que j'ai envie de généraliser. Donc comme propriété, ce que j'ai voulu dire, je n'ai pas exprimé de manière très formelle, mais intuitivement, ce que je veux, c'est que si je me place en un certain point de mon espace, je peux atteindre n'importe quel autre point en me déplaçant dans une unique direction selon une droite. Alors, ce que je veux dire par là, donc la droite, on va dire qu'on sait à peu près ce que c'est. Donc notamment, je peux me déplacer. Donc une droite, ça me définit une direction, et toutes les droites qui vont être parallèles vont me définir une même direction. Et je peux me déplacer à l'infini en suivant une droite et atteindre toutes les positions intermédiaires. Il n'y a pas de trou ou quoi que ce soit. Et aussi, ce qu'on voit avec cette sorte de propriété, c'est qu'on veut se déplacer dans une unique direction. C'est-à-dire que dans les espaces que je vais regarder, on ne peut pas partir dans 2 directions différentes et arriver sur le même point. Par exemple, si vous vous souvenez de la sphère, sur une sphère, il y a plein de manières d'aller de relier 2 points. Donc on ne veut pas avoir ce genre d'espace courbé, on va prendre des espaces entre guillemets plats. Et donc, ça va correspondre à quoi la dimension de ces espaces? Donc vous voyez là déjà, on a regardé pour les espaces de dimension 0, 1, 2 et 3, parce que ceux-là, on les connaît assez bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on n'a qu'une seule dimension sur la droite, si on veut se déplacer, on n'a pas le choix, on reste sur notre droite, on n'a qu'une seule direction possible de déplacement, éventuellement vers l'avant ou vers l'arrière, donc il y a 2 sens possibles, mais on ne peut pas atteindre d'autres positions. Si on veut pouvoir se déplacer dans un plan, il faut qu'on se donne au moins 2 directions de déplacement. Donc je m'en donne une première, c'est-à-dire que je peux atteindre tous les points de ma droite. Et si je veux sortir de ma droite et atteindre d'autres points de mon plan, je suis obligée de pouvoir me déplacer selon une autre direction. Et ça, en fait, juste me dire autoriser des déplacements selon ces 2 directions, ça va me permettre d'atteindre tous les points de mon plan. Si je prends n'importe quel point, je peux commencer par faire un déplacement selon cette direction-là, puis continuer par un déplacement dans la direction donnée par ma flèche, parce qu'on a dit que des droites parallèles donnaient une même direction, et hop, j'atteins mon point. Donc, il suffit d'avoir 2 directions pour atteindre tous les points de mon plan. Je pourrais dire, j'ai envie d'y aller directement comme ça, à mon point, donc j'ai envie d'avoir une 3e direction, mais elle est inutile, parce que les points que j'atteins avec cette 3e direction, je pouvais déjà les atteindre avec juste 2 directions possibles. En revanche, si je veux me déplacer dans l'espace, là, je suis obligée de prendre une 3e direction qui ne soit pas déjà contenue dans mon plan. Je suis obligée de sortir de mon plan de dimension 2
et d'autoriser les déplacements selon une troisième direction. Et là encore, me déplacer seulement selon 3 directions, ça me suffit pour atteindre tous mes points de mon espace. Donc c'est pour ça que ce qu'on va appeler la dimension d'un espace, c'est le nombre minimal de directions qui suffisent à atteindre toutes les positions de l'espace si on se déplace seulement selon ces directions. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ok, super. Alors, donc, là, je vous ai dit j'allais surtout parler d'espaces que j'ai appelés euclidiens, mais en fait, la notion d'espace, c'est plus général que ça en mathématiques. Enfin, grosso modo, ce qu'on va appeler des points, ça peut être simplement les objets les plus élémentaires qu'on regarde. Et l'espace, c'est toutes les possibilités qu'on a, enfin, l'espace des possibles de ce que peuvent être tous ces points-là. Enfin, bon, c'est un formalisme un peu abstrait, mais qui peut s'appliquer dans plein de situations très générales. Donc, je vais vous donner quelques exemples tout de suite après. Et dans ce contexte-là, ce qu'on va appeler le nombre de dimensions, ça va correspondre au nombre de paramètres nécessaires pour caractériser un objet parmi tous ceux qui sont possibles. Donc ici, nos points, c'est des points de l'espace. Donc par exemple, on va prendre l'espace en dimension 3. Et ce que je dis, c'est qu'avec mes 3 déplacements, je peux... Bon, non, on va prendre en dimension 2. Donc chaque point, je peux lui associer la longueur que je dois parcourir dans cette direction et la longueur que je dois parcourir dans l'autre direction. Donc je lui associe 2 paramètres, la longueur que je parcours dans chaque direction, et ça suffit pour me décrire n'importe quel point. Pareil, en dimension 3, je vais avoir besoin de 3 paramètres, un pour chacune des 3 directions de base que je me fixe. Donc voilà, c'est pareil dans un cadre plus général. Donc quelques exemples, un peu abstraits. Alors, voilà, donc hop, un schéma. Alors, je pense que vous avez déjà vu plein de fois des schémas dessinés dans le plan avec 2 axes et puis des graphiques un peu comme ça. Alors en fait, donc là on se place dans le plan, donc dans un espace de dimension 2. Donc par exemple, comme exemple d'évolution, je peux regarder la température grand T à un instant, à plusieurs instants petit h. Donc ça veut dire je me place dans une station météo et j'ai envie de dire, à tel instant, il fait telle température. Donc ce que je vais appeler un point, une situation la plus élémentaire possible, c'est ça, c'est de dire, à tel instant, il fait telle température. Du coup, mon plan, ça va être l'ensemble des possibilités. Donc un point, ça va être de dire, à cet instant, il fait telle température. Après, quand on va effectuer pour de vrai la mesure, on va se rendre compte que dans la réalité, le point qui correspond à la réalité, c'est celui-là. Mais dans l'espace de tous les possibles, c'est tout le plan. Alors si maintenant... Donc est-ce que c'est clair pourquoi il y a 2 paramètres ici ou pas? Est-ce que c'est clair pourquoi il y a 2 paramètres quand je veux décrire l'évolution de la température au cours du temps? En fait, c'est juste de dire que dans ce qui m'intéresse, dans les situations que je regarde, il y a 2 choses qui entrent en jeu. Il y a l'instant auquel je fais la mesure et la température qui est effectivement mesurée. Donc maintenant, si au lieu de mesurer la température juste en un point, je la mesurais partout dans un espace, il y aurait combien de paramètres qui entrent en jeu? Oui, ce serait quoi ce serait quoi pour toi les 3 paramètres? Température, ouais. l'instant, on va dire, et l'espace. Alors, ouais, la position, on le mesure, mais pour caractériser cette position, on va avoir besoin de combien de paramètres? Oui, de 3. Donc au total, ça va être 5 du coup. Enfin, ouais, la température, le temps et les 3 paramètres de position. Donc vous voyez qu'on est déjà dans un espace de dimension 5 qu'on ne peut plus trop représenter sur le plan d'un tableau. Mais du coup, vous avez bien vu cette histoire de dimension. Alors un autre exemple un peu concret, c'est les images numériques. En fait, pour coder une image de manière informatique, donc c'est ce qu'il y a à chaque fois qu'on prend une photo avec son téléphone portable ou des appareils numériques, en fait, ce qu'on prend comme information, c'est
les informations qu'on a dans des pixels. Donc, notre photo, en fait, elle est découpée en plein de petits carrés, et chaque petit carré est codé par une seule couleur. Donc, si on va prendre, pour simplifier, les images en noir et blanc, donc, dans chaque pixel, on a une certaine teinte de gris, qui est indiquée par un nombre. OK ? Je crois que c'est 0 pour blanc et 255 pour noir, quelque chose comme ça. Donc ici, on voit qu'on a, pour se donner une image, par exemple une image de taille 100 pixels par 100 pixels, pour ça, on doit définir l'intensité lumineuse sur chacun des pixels. Donc là, il y en a 10 000 des pixels, 100 fois 100. Donc on peut voir ça comme un point, dire qu'une image, ça va être un point d'un espace de dimension 10 000, où chacune des dimensions, ça va correspondre à l'intensité du pixel. Bon, c'est un exemple voilà, de situation qu'on peut modéliser avec des points et des espaces. Et un dernier exemple sur lequel je vais plus revenir dans la troisième partie, c'est si on veut faire de l'optimisation de production industrielle. Donc, je m'explique dans quel cadre on va se placer. On imagine qu'on a des produits à vendre. Et donc on a plusieurs produits. Dans mon exemple, je vais prendre des gâteaux, donc par exemple des madeleines, des financiers, des 4 quarts. Et je sais que pour chacun d'eux, je vais obtenir un certain bénéfice quand je vais les vendre. Mais j'ai des contraintes. Donc ma question, c'est de savoir quelle proportion je vais produire de chacun de mes produits possibles. Est-ce que je vais faire plus de financiers ou plus de madeleines? Les financiers, c'est juste le nom d'un gâteau. Sachant que moi, ce que j'ai envie, c'est de maximiser le bénéfice que je vais obtenir. Mais il faut que je fasse attention parce que j'ai des quantités limitées, j'ai des stocks limités, par exemple en farine, en sucre et en beurre. Donc, je ne peux pas faire n'importe quoi. Si les financiers, ça utilise beaucoup de beurre alors que j'en ai pas assez, peut-être que j'ai plutôt intérêt à faire des madeleines, même si elles sont vendues moins chères. Donc ici, une situation, ça correspond à un choix possible de dire « Ah, je vais produire tant de quantités de madeleines, tant de quantités de financiers, tant de quantités de 4 quarts, etc. » Donc voilà, un choix, ça correspond à un point, une situation élémentaire. Et ce qui m'intéresse, c'est dans mon espace des possibles, quels sont les points qui vont maximiser mon bénéfice tout en respectant des contraintes. Donc, est-ce que vous voyez, dans un cadre général où on a un certain nombre de produits qu'on peut vendre, quelle va être la dimension de l'espace qu'on regarde ici? Oui. C'est le nombre de paramètres qu'on étudie? Oui, donc ici, en fait, ça va correspondre Oui, c'est ça, ça va correspondre au nombre de produits qu'on peut vendre. Puisque une situation, c'est un choix de dire pour chacun des produits la quantité que je vais vendre. Donc j'ai autant de choix qu'il y a de produits possibles pour moi. Alors, maintenant, voilà, j'espère que vous êtes contents de savoir pourquoi on a envie de regarder des espaces de dimensions supérieures à 3, qu'on a un peu mieux compris ce qu'on entendait par espace avec un certain nombre de dimensions. Donc maintenant, on va voir comment concrètement on fait des mathématiques sur ces espaces de dimension 4 ou plus. Alors pour ça, j'ai choisi de vous présenter un petit problème que je vais vous présenter en dimension 3. Et puis on va réfléchir ensemble aux outils mathématiques qu'on a pour le résoudre, donc en dimension 2 et en dimension 3, et comment ces outils, on va pouvoir les généraliser en dimension 4, etc. Donc le problème que j'ai choisi, j'ai appelé ça le problème de boule de pétanque ou le problème du cochonnet. Donc imaginons que j'ai un jeu de boules de pétanque avec 8 boules et je veux pouvoir les ranger dans une boîte cubique en forme de cube. Et donc je les place comme ça en forme de cube. Donc chacune de mes boules est centrée sur le sommet d'un cube. Et pour gagner de la place, je veux placer mon cochonnet à l'intérieur de mes 8 boules. Et je me demande, ça je ne peux pas le faire s'il est trop grand, il ne va pas rentrer. Mais alors, quelle est la taille maximale pour que mon cochonnet puisse rentrer à l'intérieur de mes 8 boules et que je puisse les ranger bien dans ma boîte? Est-ce que c'est clair le problème? Bon, je ne sais pas si c'est un grand... alors, avant de se poser la question qu'est-ce que ça donne en dimension 4, ce problème-là, on va commencer par qu'est-ce que ça donne en dimension 2. Et on va le résoudre d'abord en dimension 2, ce qui est quand même plus facile pour nous. Donc dans notre problème, on avait des boules de pétanque. Alors, c'est quoi l'équivalent d'une boule en dimension 2? Ouais, un disque.
Alors un cercle, c'est le bord du coup de la boule, c'est la sphère, mais en fait on va surtout regarder les cercles. C'est juste le bord qui nous intéresse, après on ne veut juste pas qu'ils s'interpénètrent. Et on les a placés au sommet d'un cube. Donc c'est quoi l'équivalent d'un cube en dimension 2 ? Oui, un carré, j'ai entendu, très bien. Donc l'énoncé équivalent de notre problème en dimension 3, ça va être celui-ci en dimension 2. Donc on a 4 disques qui correspondent à nos boules de pétanque. Et donc pour pouvoir les ranger dans une boîte du coup, qui ne sera pas cubique, qui sera carrée, il faut qu'on place les centres de nos disques sur les sommets d'un carré. Et on veut pouvoir placer un petit disque au centre qui correspond au cochonnet. Et on se demande quel est le plus grand rayon possible pour que ça ne traverse pas les disques. Donc c'est pour que ce soit tangent, que le cochonnet soit tangent aux 4 disques des boules de pétanque. Alors, donc pour résoudre ce problème, on va faire comme souvent en géométrie. Donc là, je pense que ceux qui ont l'habitude du lycée se souviennent très bien comment on fait les coordonnées cartésiennes, mais je vais quand même rappeler. Donc l'idée, c'est de choisir, on a dit qu'on était en dimension 2 parce qu'il suffisait 2 dimensions pour décrire tout le plan. Donc on va choisir 2 dimensions particulières. Bon, on se fixe une origine pour placer notre repère. Et on va choisir 2 axes, pas n'importe comment. On veut qu'ils soient perpendiculaires et gradués avec la même unité. Donc là, on se place dans un repère cartésien, donc après René Descartes. Et alors, pourquoi c'est utile de faire ça ? C'est que maintenant, un point de notre plan, on va pouvoir lui associer 2 nombres. Sa coordonnée selon le premier axe, donc l'abscisse, qu'on note souvent x, et la coordonnée selon le deuxième axe, donc qu'on note y. Donc ici, on voit que c'est 3, quelque chose et aussi 3, quelque chose. Bon, je sais pas très... et donc, pourquoi ça, c'est particulièrement intéressant ? C'est qu'on va pouvoir transformer toute la géométrie qu'on fait par des dessins de droite, de cercle, etc., en équations algébriques. On va pouvoir faire des calculs. Parce que, techniquement, ce qu'on dit, c'est qu'on a identifié notre plan à R2, ce que je note comme ça, c'est l'ensemble des couples de réels. Donc les réels, donc je sais que parce que Vadim avait parlé de la construction des nombres lors du tout premier exposé, il n'était pas rentré dans la construction des nombres réels, mais ça correspond à tous les points d'une droite. Je ne rentre pas dans les détails, mais donc voilà, si on se donne 2 nombres, c'est pareil que de se donner un point du plan, parce qu'il suffit de retrouver les 2 coordonnées possibles. Et donc, quand on fait ça, avec ce formalisme-là, on va pouvoir faire de l'algèbre et des calculs. Par exemple, en géométrie, souvent, on trace des droites. Là, on peut, au lieu de faire le dessin d'une droite, on peut se donner une équation. Donc, je pense qu'aussi, il y en a beaucoup qui connaissent l'équation d'une droite. Donc, c'est de la forme, on dit qu'une droite est définie par une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, où on a fixé 3 nombres a, b et c. Donc, alors, voilà, ici, par exemple, j'ai tracé la droite d'équation 2x moins 3y plus c égale 0. Ça veut dire que si je prends un point M sur ma droite, je regarde ses coordonnées, donc x de x du point M et y du point M, ça va vérifier cette équation-là. On peut vérifier que 2 fois le nombre indiqué ici, moins 3 fois le nombre indiqué ici, plus 6 égale 0. Et inversement, si j'ai 2 nombres x et y qui vérifient cette équation, le point qui correspond va être sur ma droite. Donc une autre chose qui intervient, une autre figure géométrique qui intervient dans notre problème, ce sont les cercles. Donc on peut avoir envie de définir, de la même manière qu'on a défini une équation de droite, l'équation d'un cercle. Alors pour ça, comment on fait ? Alors il faut se rappeler la définition d'un cercle. Bon, j'ai affiché, j'ai spoilé un peu, mais... Donc pour vous, c'est quoi un cercle ? Oui. C'est le bord d'un disque ? Oui. Alors oui, donc c'est le bord d'un disque, oui, effectivement. Et comment tu détermines le bord d'un disque ? Il faut qu'on ait un disque et on pense en périmètre. Ça passe quand même quelques tours, quand même. Oui. En fait, ça veut dire quoi pour toi ? C'est quoi ? Comment tu définis un disque, du coup ? C'est un cercle qui est rempli.
Oui, mais c'est difficile. Oui, un cercle qui est rempli, oui, mais c'est difficile parfois effectivement de donner une définition à des choses, surtout quand un cercle, on a l'impression qu'on sait ce que c'est. Oui, tu avais une idée? Ok. En fait, pour le définir très rigoureusement, déjà, pour définir un cercle en particulier, on a besoin de deux choses. On a besoin de connaître son centre, donc qui va être un point, et son rayon, qui va être une certaine grandeur. Et ensuite, donc voilà, ce que j'ai fait ici, j'ai défini, c'est comme l'ensemble de tous les points du plan qui se situent à une distance exactement égale à R du point C. Alors pour un disque, ce serait l'ensemble des points qui se situent à une distance inférieure ou égale à R du point C. Ok? Donc un cercle, ça va être l'ensemble des points, donc je vais noter grand X de mon espace, le plan, je rappelle que c'est R2, tel que la distance de X à grand C égale petit r, où grand C, ça va être le centre de mon cercle, et petit r, le rayon. Et là, ce qu'on voit apparaître, c'est la distance. Alors, dans le monde habituel, pour mesurer une distance, on sait faire à la règle ou en reportant des mesures avec un compas. Mais ce qui est vachement pratique, c'est qu'avec notre repère cartésien, on va aussi pouvoir les calculer, ces distances. Alors, comment on fait ça? Alors, je vais commencer par calculer la distance entre un point X et l'origine de mon repère. Donc, je rappelle que c'est placé dans un repère cartésien. Donc, on a l'origine ici. Et si je me prends un point X, cette longueur-là, comment je la calcule? Je connais les coordonnées de mon point X, donc ça va être petit x et petit y, et ensuite j'applique seulement le théorème de Pythagore. Donc on a un triangle rectangle, donc on sait que cette longueur au carré, c'est x au carré plus y carré, et donc la distance, je passe à la racine, et ça fait racine de x carré plus y carré. Et ça me permet de calculer de la même manière la distance entre deux points quelconques. Si je me donne maintenant... si je me donne un point A et un point B, je peux refaire exactement la même chose, seulement au lieu de regarder juste les coordonnées, il faut que je regarde la différence des coordonnées comme côté de mon triangle rectangle. Donc ça me donne une formule qui ressemble à ça. La distance entre deux points A et B, si je connais les coordonnées de mes deux points, je prends la différence des deux coordonnées selon x au carré, plus la différence des deux coordonnées selon y au carré, et je prends la racine de tout ça. Donc dans la suite, je vais parler d'autres distances. À chaque fois, je vais donner les formules juste pour la distance entre l'origine et un point quelconque, mais ça permet facilement de se ramener à la distance entre deux points quelconques. Donc là, cette distance-là, on peut vérifier avec le théorème de Pythagore que ça correspond bien à la distance dont on a l'habitude, mais on a dit qu'on allait travailler dans des espaces de dimension 4 où on ne peut plus prendre une règle pour mesurer des distances, mais on a quand même envie de définir des distances. Donc en fait, en mathématiques, les distances, c'est aussi une notion plus générale que juste celle qu'on peut mesurer dans l'espace habituel. On peut définir une distance sur des espaces un peu quelconques. Donc une distance, ça va être une fonction qui prend deux points de l'espace et associe un nombre positif, mais on veut en plus qu'elle vérifie certaines propriétés. Donc ces propriétés, je vous les ai mises ici. Donc c'est la symétrie. On veut que la distance d'un point A à un point B soit la même que la distance d'un point B à un point A. Logique. On veut que deux points qui sont à distance 0, en fait, ça veut dire que c'est le même point. Donc si j'ai deux points différents, ils sont forcément à une distance strictement positive. Et je veux que ma fonction vérifie ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire, qui dit quoi? Qui dit que la distance entre deux points, si je me donne deux points A et B dans un certain espace, la distance va être plus courte que si je passe par un troisième point. Donc, ça, on a l'habitude en dimension 2 et 3. Un exemple, juste pour vous montrer un peu de quel autre genre de distance on pourrait définir. Si j'habite dans une ville
au lieu de définir juste la distance entre deux points comme la distance à vol d'oiseau, je peux avoir envie de définir la distance que moi je mets à parcourir mon chemin. Si j'habite un certain endroit, pour aller à la boulangerie, en général, je ne peux pas passer directement tout droit comme ça. Je suis obligée de suivre le tracé des rues. Donc je suis obligée de faire des détours, de passer là où il n'y a pas d'immeuble. Et si je regarde la manière la plus courte de faire ce chemin-là, donc je peux calculer la distance, la longueur, et ça va aussi me donner une distance. Alors c'est bien symétrique, parce que si je fais un chemin comme ça et que c'est le plus court, je peux le faire au retour. Si je n'ai pas de longueur à parcourir, ça veut dire que je reste au même endroit. Et si je veux passer par un autre endroit avant d'aller à la boulangerie, ça va forcément me rallonger mon chemin. Ou alors, ou ça ne va rien changer. Mais... en revanche, vous voyez que si au lieu d'un piéton, j'avais une voiture, ce ne serait pas forcément symétrique. Il peut y avoir des sens interdits qui font que ce chemin-là, je peux le prendre comme ça à l'aller, mais pour le retour, je vais être obligée de faire un détour parce qu'ici, j'ai un sens interdit, par exemple. Donc là, ce ne sera plus une distance au sens mathématique du terme. Bon, c'était un petit aparté. Mais bon, revenons à notre problème de cochonnet en dimension 2. Ah oui, si, quand même. Parce que pourquoi on avait défini la distance? C'était pour caractériser le cercle. Donc on avait dit que le cercle, c'était l'ensemble des points qui étaient à distance exactement r. Donc ici, quand je veux le caractériser avec mes coordonnées, il suffit que je remplace la distance par par l'expression que j'avais en fonction des coordonnées. Voilà, donc je peux caractériser par une certaine équation tous les points qui appartiennent à mon cercle. Bon, donc revenons à notre problème. Qu'est-ce qu'on fait? On va se placer dans un repère cartésien et on va choisir où est-ce qu'on pose, où est-ce qu'on définit nos disques et les. Donc pour ça, on va choisir où on place les centres des disques qui correspondent aux boules de pétanque. On va dire qu'on va les mettre sur les sommets d'un carré qui sont les points de coordonnées 1, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1 et 1, moins 1. Ça fait un truc très symétrique. C'est facile aussi de faire des calculs là-dessus. Et du coup, mes disques ils vont être de rayon 1. Et là, donc, on a notre cochonnet qui va être ici. Il va être tangent à nos disques selon cet axe-là. Donc, pour calculer le rayon maximal, il suffit de calculer la longueur de la petite flèche verte ici. Donc, pour ça, il suffit de calculer cette longueur-là, moins 1, qui est le rayon du disque ici. Et alors, comment on calcule cette longueur-là? Oui. Voilà, c'est la distance de 0 à 1, 1. Et donc, comment on calcule la distance de 0 à 1, 1? Donc là, c'est le point de coordonnées 1, 1. Voilà, on fait exactement, on fait la racine de 1 au carré plus 1 au carré. Donc ça nous fait racine de 2, super. Et donc voilà, donc on calcule, alors je l'appelle L2 parce qu'on est en dimension 2. Donc ici, le rayon maximal de notre cochonnet, ça va être racine de 2 moins 1, et donc en valeur approchée, c'est quelque chose comme 0,4 à peu près. Ok, maintenant qu'est-ce qui se passe en dimension 3? On va faire la même chose, on va aussi se placer dans un repère avec des axes orthonormés. On va aussi placer les sommets de notre cube où il y a les centres des boules sur des points de coordonnées, mais cette fois 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, moins 1, enfin 1, moins 1, 1, etc. Je pense que vous avez compris, tous les points qui sont de coordonnées 1 ou moins 1. Et donc ce qui nous reste à faire, c'est de calculer la distance entre le centre, l'origine et un des sommets, donc par exemple le sommet 1, 1, 1, et de retrancher 1 qui va être toujours le rayon de ma boule de pétanque. Donc pour ça, on a envie de savoir comment on calcule une distance en dimension 3. Et alors, donc, la distance, elle va juste... Donc j'ai dit que maintenant je regardais juste la distance entre l'origine et un point de coordonnées dont je connais les coordonnées, je peux noter x, y et z. Et la distance va juste être donnée par racine de x au carré plus y au carré plus z au carré. Donc il y a la troisième coordonnée qui apparaît. Et ça, d'où ça vient? C'est encore une fois une application du théorème de Pythagore, mais dans deux triangles. Donc nous, ce qu'on connaît, c'est
dans un plan en dimension 2. Donc là, on prend notre point qui est dans l'espace et on va le projeter perpendiculaire dans le plan horizontal. Donc maintenant, nous, on sait très bien calculer la distance entre l'origine et ce point-là en dimension 2. On sait que c'est x au carré plus y carré et on prend la racine. Maintenant, pour calculer cette distance-là entre l'origine et notre point M dans l'espace, on considère le triangle rectangle qui est donné par la projection et la hauteur ici. Ça fait un triangle encore rectangle, donc on peut encore appliquer Pythagore, et on sait que la distance qui nous intéresse au carré, ça va être égal à cette distance-là au carré, plus la hauteur z au carré, donc finalement ça va être x au carré plus y carré plus z carré. Et pour obtenir seulement la distance, on prend la racine. Donc c'est là que vient la formule qu'il y avait juste avant. Bon, mais alors du coup, si on revient à notre problème de cochonnet, comment on fait maintenant pour calculer le rayon maximal? Donc on a dit qu'on devait calculer la distance entre l'origine et un point de coordonnées 1, 1, 1. Ça va nous donner... Ah oui, donc j'ai entendu racine de 3, donc comme tout à l'heure, sauf que maintenant on a un point, ses coordonnées c'est 1, 1, 1, et on a dit que pour prendre la distance, il fallait ajouter la dernière coordonnée, il faut rajouter 1 au carré, et donc là, ça fait bien 3. Ok. Donc effectivement, donc on a L3 qui va être racine de 3 moins 1, puisqu'on doit toujours enlever le rayon de la boule. Donc là, ça fait quelque chose comme 0,7. Donc la question qui vient maintenant, c'est, et si on généralise? On a vu notre problème en dimension 2, en dimension 3, mais le but de l'exposé, c'était les espaces de dimension supérieure à 3. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment on peut imaginer ce problème-là en dimension 4 ou en dimension plus grande? Alors, bon, déjà, dans quel espace on va se placer? Donc j'ai dit qu'on regardait un espace euclidien. Et donc là, au lieu d'avoir seulement 1, 2 ou 3 dimensions, je vais en choisir n. n, ça peut être n'importe quel nombre entier que vous voulez. Ça peut être 4, mais vous pouvez aussi le faire en dimension 5, etc. Et on a vu tout à l'heure que notre plan, ça correspondait à des couples de 2 réels. Maintenant, au lieu d'avoir seulement 2 réels, on va en avoir n. Donc on appelle ça un n-uplet. C'est juste se donner n nombres. Et ces nombres, on peut les voir comme des coordonnées selon des axes orthogonaux, de la même manière que tout à l'heure, on les voyait, x et y, c'était nos coordonnées dans notre repère cartésien. Et on a vu quelque chose d'important pour pouvoir résoudre notre problème, c'était de se donner une distance dans notre espace. Donc on avait vu qu'en dimension 2 et 3, la distance, on sait la mesurer et on a vu comment on pouvait la calculer. Maintenant, on peut seulement la calculer. Donc on va donner le même genre de formule que tout à l'heure. La distance à l'origine, c'est chacune des coordonnées prises au carré, et on prend la racine de tout ça. Donc là, je fais un petit aparté. En fait, cette distance, elle provient de ce qu'on appelle un produit scalaire en mathématiques. Et en fait, c'est se donner ce produit scalaire qui va nous permettre de donner la structure à notre espace, et notamment de définir ce que c'est que l'orthogonalité. Donc, ce choix-là, de prendre cette distance-là, n'est pas du tout anodin. Bon. Donc, on est content, on a un espace de dimension n, on a une distance, même si on n'arrive pas encore très bien à visualiser tout ça. Dans notre problème, on avait une histoire de cubes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça va ressembler des cubes en dimension 4? Déjà, comment on peut les construire? Bon alors, comme d'habitude, on peut le construire avec des équations, de l'algèbre, comme on a défini les équations d'une droite, d'un cercle, etc. Mais ce n'est pas l'approche que je vais choisir maintenant. On peut aussi construire notre hypercube de dimension 4 par récurrence. Alors ce que je veux dire, c'est qu'on va regarder comment on passe de dimension 1 à dimension 2 à la dimension 3, et on va se dire, ah ben on fait la même chose pour la dimension 4. Donc, si je commence en dimension 1, bon ça c'est pas vraiment un cube ni un carré, c'est juste un segment. De toute façon, on n'a pas trop de choix en dimension 1. Mais comment on fait pour passer notre segment à un carré? Ce qu'on va, c'est qu'on prend le premier segment en gris, on le duplique et on le translate dans une direction perpendiculaire, en rouge ici, et on obtient un carré. En fait, pour obtenir le cube, on fait exactement la même chose. On part de notre carré, et si on le duplique et on imagine qu'on le fait avancer dans un plan perpendiculaire au tableau, selon les lignes bleues, on obtient un cube. Là, c'est juste sa représentation en dimension 2, mais
vous pouvez imaginer avec les yeux de l'esprit un cube. Bah maintenant, on imagine qu'on puisse avoir une quatrième dimension qui soit perpendiculaire déjà aux trois premières qu'on a définies. Donc on peut prendre notre cube, que j'ai remis là en gris, c'est le même, et on imagine qu'on a une quatrième dimension dans laquelle on va pouvoir translater notre cube. Donc on obtient le cube ici en orange et on a translaté selon toutes les arêtes en bleu. Donc voilà comment on a pu construire un hypercube. Oui. Effectivement, on peut continuer ce procédé-là. On peut se dire maintenant, cet hypercube que j'ai obtenu, bah, je vais le dupliquer et le translater encore selon une cinquième dimension. Et donc l'intérêt de faire ce genre de construction, c'est que ça nous donne plein d'informations sur notre objet. Par exemple, on peut calculer le nombre de sommets. En dimension 1, on en a 2. En dimension 2, on en a 4. En dimension 3, 8. En dimension 4, 16. En dimension 5, 32. Vous voyez, on double à chaque fois. Bah oui, puisqu'on prend la même figure, on la duplique. Donc, vous voyez, on n'arrive pas à voir l'hypercube en dimension 4, mais on peut quand même se le représenter et avoir des informations dessus, ne serait-ce que son nombre de sommets. Bah, c'est pareil, après, on pourrait calculer le nombre d'arêtes. Les arêtes, c'est les segments de dimension 1. Le nombre de faces. Alors, les faces, c'est en dimension 2. Donc vous voyez que pour le cube, ces faces vont être des carrés. L'hypercube, il y a aussi des faces bidimensionnelles qui sont des carrés, mais pour l'hypercube, comme on est en dimension 4, on va aussi avoir des hyperfaces. Et ça va être donc des faces de dimension 3 qui vont toutes avoir la forme de cube. On en voit un ici en orange, un en gris, mais il y a aussi ceux qu'on peut un peu imaginer là, qui sont tout penchés, parce que c'est la représentation qui force ça, un peu ici, là, un autre là. Alors, on peut les compter aussi, il y en a plus que ça. Donc voilà, on peut définir notre objet, on peut aussi se demander comment oui. Alors, est-ce que l'hypercube est seulement dessinable? Donc dessinable en 2D, comme ça? Bah, effectivement, l'hypercube, on ne peut pas le représenter en réalité parce qu'on n'a pas 4 dimensions. On n'en a que 3 dans le monde dans lequel on vit. Mais on peut se demander un peu à quoi il ressemble. Et donc, un peu comme pour l'histoire de notre fourmi. Notre fourmi, c'est pareil, elle ne pourrait pas voir un cube. Mais on peut quand même essayer de lui faire sentir un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est exactement le but de la diapo d'après. Comment on fait pour... donc nous, on peut essayer de vouloir montrer un cube à la fourmi en dimension 2. Et on va voir que c'est un peu le même genre d'outil qu'on va utiliser, qu'on peut utiliser pour se représenter l'hypercube de dimension 4 dans notre espace, essayer de le voir avec nos yeux tridimensionnels. Oui. Moi, j'ai une idée de prendre un cube et à l'intérieur de ce cube, c'est une image qui me venait pour l'hypercube, de mettre, d'encastrer à l'intérieur un autre cube. Ouais, c'est... À l'intérieur, on rejoint la même articulation que les arêtes, parce que ouais. elles sont tournées vers l'intérieur. Oui, en fait, c'est une projection possible. Donc là, je vais justement. Donc la première idée, c'est de faire des projections. Alors, pour notre, voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est un cube. Pour le montrer à notre fourmi, une chose qu'on peut faire, donc c'est projeter comme ça l'image des arêtes, l'ombre, et elle, tout ce qu'elle voit, c'est ce qu'il y a dans le plan ici. Donc elle voit juste ces dessins-là, et on le fait tourner pour voir un peu comment ça évolue. Donc, bon, c'est un peu compliqué au départ pour elle de se dire « mais qu'est-ce que c'est que ces formes qui bougent ?» Bon, elle voit quand même, elle peut compter le nombre de sommets, le nombre de faces, etc. Donc, on peut essayer de faire l'équivalent, mais de projeter l'hypercube dans notre espace en 3 dimensions. Donc, voilà un peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc voilà, donc c'est une première idée. Une autre idée, c'est de faire ce que j'appelle des sections successives. C'est de dire, on va faire passer... Donc notre fourmi, elle vit dans le plan. Et nous, on a un cube donc, qui vit dans l'espace. Et on va essayer de le faire passer à travers le plan de la fourmi. Et donc elle, tout ce qu'elle va voir, c'est le dessin dessiné par les polygones, par les intersections qui traversent son plan.
Donc ça donnerait quoi pour la fourmi? Si on fait passer un cube, alors si on le fait passer de manière parallèle, au début elle ne voit rien, puis après elle voit la première face, et quand on fait glisser notre cube, ça continue à être un carré, puis à la fin elle ne voit plus rien parce que le cube a fini de passer. Le cube. Donc c'est pareil, si on faisait passer de cette manière-là un hypercube à travers notre espace de dimension 3, on verrait un cube apparaître qui correspond en fait à une hyperface de notre hypercube. Bon, il reste là, enfin les bords restent là pendant un certain temps, le temps que ça traverse, et puis après plus rien. C'est une certaine représentation possible. Une autre idée qu'on peut avoir, c'est de faire un patron. Donc là, je prétends que ce que j'ai ici, c'est un patron en 3 dimensions, enfin vous imaginez que c'est en 3 dimensions, d'un hypercube de dimension 4. Alors, petit rappel, ça ressemble à quoi le patron d'un cube? D'un cube en dimension 3 normale, comment on fait pour faire un patron en dimension 2? En fait, on dessine juste les faces, parce que ça, les faces, notre fourmi, elle peut le voir, c'est dans un espace plan. Et après, on lui indique où est-ce qu'il faut recoller. Donc pour le cube, il faut recoller les 2 arêtes comme ça qui sont ici, côte à côte. Et ensuite, ces arêtes-là, il va falloir recoller celle-là ici, celle-ci au bout là-bas, et celle-là ici. Ça, notre fourmi, elle a du mal à se le représenter, parce que pour elle, on ne peut pas aller sortir du plan pour aller coller cette arête-là là-bas. C'est pas possible dans son monde en 2 dimensions. Là, c'est pareil. Ce que je dis, c'est que ces cubes, ça correspond aux hyperfaces de mon hypercube. Et donc ensuite, pour le construire, il va falloir recoller ensemble des faces de dimension 2, donc celles-là ensemble, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, etc. Et puis ce cube-là, il va falloir imaginer qu'on peut aller coller cette face-là ici, cette face-là ici, les 2 autres là-bas, et puis celle tout en bas sur celle tout en haut. Donc on ne peut pas le construire vraiment, puisqu'on n'est pas en dimension 4. Donc là, je continue un peu avec je trouvais ça joli de parler, d'essayer d'imaginer ces hypercubes. En fait, de manière plus générale, on peut généraliser les polygones de dimension 2, les polyèdres de dimension 3, à ce qu'on appelle des polytopes en dimension quelconque. Et une question géométrique assez jolie, c'est de se demander quels sont les polytopes réguliers. Alors déjà, on commence en dimension 2. Donc, qu'est-ce que j'entends par régulier? Je veux dire que toutes les faces sont elles-mêmes régulières. Voilà, à peu près. Donc, par exemple, pour les polygones, comme polygone régulier, vous connaissez le triangle équilatéral, le carré. Donc, on ne veut pas seulement que toutes les faces, que tous les côtés aient la même longueur, on veut aussi que les angles soient les mêmes. En fait, on veut des figures qui ont le plus de symétrie possible. Mais on peut faire aussi 5 côtés de même longueur. En fait, en 2 dimensions, si vous me donnez n'importe quel nombre, je peux vous tracer un polygone régulier qui a ce nombre de côtés-là. Donc, on a une infinité de polygones réguliers en dimension 2. Mais en dimension 3, c'est connu depuis longtemps, mais il y en a beaucoup moins. Il n'y en a pas du tout une infinité, il n'y en a que 5, donc qui sont connus depuis très longtemps, depuis Platon, qui leur attribuait plein de propriétés. C'est aussi de la très jolie géométrie. Et la question qu'on peut se poser, donc voilà, je vous présente les 5 solides de Platon si vous ne les connaissez pas. Le tétraèdre, le genre de pyramide, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosaèdre. Et maintenant, la question c'est qu'est-ce qui se passe en dimension 4? Alors le premier là, celui-ci, il va être assez facile à généraliser un peu de la même manière que le cube. Donc ça va nous donner l'hypertétraèdre, on peut aussi l'appeler le simplex en dimension 4, l'hypercube dont on vient de parler. Ensuite, on en a avec l'hyperoctaèdre qui généralise aussi l'octaèdre qu'il y avait juste avant. Et il y en a des un peu plus exotiques, donc hypergarnatoèdre, hyperdodécaèdre, hypericosaèdre. Vous voyez que les 2 derniers, ils ont respectivement 120 et 600 sommets. Et là, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer encore une petite animation. Donc le 120, voilà, pour plonger un peu, se demander à quoi ressemblent ces polytopes. Alors là, on fait une projection un peu différente de celle avec les ombres. C'est une projection stéréographique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut apprécier quand même. Donc là aussi, on voit un peu, on a une sorte d'intuition sur à quoi ressemble notre polytope. On voit que chaque sommet, il y a 4 arêtes qui en partent, que les faces sont des pentagones, pardon, et les hyperfaces, ça va être en fait des dodécaèdres à l'intérieur.
Et voilà. Et, oui, non, celui-là, c'est le 120, du coup. 120 sommets. Ouais, un petit pliage. Oui. Alors, donc là, c'est pas un cube, c'est un polytope régulier qui a 120 sommets. Donc, tu vois, les petites boules jaunes, ça représente les sommets. Ben, en tout, là, il y en a 120 sur l'image. Et c'est juste une représentation, une image, puisque nous, on ne peut pas voir en dimension 4, mais c'est un peu comme la projection de l'ombre du cube sur le plan. C'est un peu ce même genre d'image. Il faut, voilà. Mais bon, c'est quand même déjà joli. Et une autre jolie image. Donc là, c'est le 600, donc le polytope régulier 600, qui a 600 sommets, et on le fait passer à travers notre espace. Comme j'avais dit tout à l'heure pour le cube, j'ai essayé d'expliquer. Donc là, voilà. Oui. Bah alors pour l'instant, on n'a regardé que la dimension 4. Donc on a vu, effectivement, je ne sais plus les premiers, puis après 24, 120, 600. Mais on peut se demander maintenant, qu'est-ce qui se passe. Alors, tac, tac. Voilà, donc on a que ces 6-là, ces 6 polytopes-là. Donc en dimension 2, on en avait une infinité de polygones réguliers. En dimension 3, on n'en avait que 5. En dimension 4, on en a 6, donc oui, qui ont un nombre de sommets qui grandit beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe pour les dimensions d'après? En fait, il n'y a plus que 3 polytopes réguliers pour les dimensions d'après, donc le simplex qui généralise le tétraèdre, les hypercubes. Donc là, on a eu une idée de comment on pouvait généraliser en dupliquant à chaque fois le cube de l'étape d'avant, et les hyperoctaèdres qui généralisent aussi l'octaèdre. Donc voilà, c'était un petit détour dans notre problème du cochonnet, un petit voyage vers cet horizon-là des polytopes réguliers, pour montrer un peu de la jolie géométrie, y compris en dimension 4 et plus. Bon, maintenant, on va peut-être quand même revenir à notre problème de cochonnet. Donc, je rappelle, on avait vu qu'on pouvait se placer dans un espace de dimension n, qu'on avait une distance sur cet espace. On a essayé de voir un peu à quoi ressemblait un hypercube. Et on a aussi dans notre problème des boules de pétanque, donc des hypersphères. Donc la définition qui est ici, c'est exactement la même que celle qu'on avait pour le cercle de dimension 2, sauf que ici, on prend l'ensemble des points qui vivent dans notre espace de dimension n. Mais c'est toujours l'ensemble des points qui sont à distance exactement r d'un certain centre. Donc on peut les caractériser de manière algébrique, comme tout à l'heure, puisqu'on maintenant on sait calculer une distance. Donc, comment on va résoudre notre problème en dimension n? On se place on imagine un repère cartésien de dimension n, donc avec n axes, et on va choisir de placer notre cube. On va choisir pour les sommets les points de coordonnées plus ou moins 1. Comme tout à l'heure, on avait 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, etc. Là, on va continuer, mais à chaque fois, on doit dire n fois si on prend 1 ou moins 1. Les hypersphères, donc, on va les prendre toujours de rayon 1 et centrées sur ces sommets, parce que dans ce cas-là, elles sont toujours bien tangentes comme il faut. Donc on note Ln, le rayon du cochonnet qui est à l'intérieur. Là, il faut demander, je vous demande un effort d'imagination. Vous pouvez vous les imaginer en dimension 3 et puis vous dire que c'est un peu pareil en dimension 4. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter les sphères au sommet centrées sur les sommets du cube, et puis on regarde un rayon à l'intérieur. Et ça va être, pour calculer ce rayon, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va dire que c'est la distance entre l'origine de mon repère, sur lequel j'ai centré tout mon cube, mes boules, etc., et l'un des sommets du cube, et l'un des centres de mes sphères, moins le rayon, parce que c'est là qu'il va y avoir tangence. Donc, est-ce que ça vous va? Donc, j'ai noté D, voilà, cette distance entre l'origine et l'un des sommets de l'hypercube. Donc, ça vous va de dire que Ln, c'est D-1. Et donc, la question... Il y a des questions? Du coup, oui. Moi, j'ai juste une question. Les polyèdres, en fait, lorsqu'on multiplie le nombre de faces, Oui. on est passé du cube de différents polyèdres que vous avez présentés. Si on multiplie le nombre de faces à l'infini, on arrive à une sphère, en fait.
Non. Non. Alors, enfin, l'idée, je pense qu'elle vous vient de la dimension 2, où on voit que si on prend des polygones réguliers qui ont un plus grand nombre de côtés, on s'approche d'un cercle. Mais en fait, là je m'intéressais seulement aux polytopes réguliers. Donc les polytopes réguliers, on peut montrer qu'il n'y en a qu'un nombre fini. Donc il n'y en a pas d'autres que ceux que je vous ai présentés. Donc en particulier, on ne peut pas imaginer faire grandir le nombre de faces, ou alors c'est plus des polygones réguliers. C'est plus des polytopes réguliers. Bon, alors revenons du coup au calcul de notre distance Ln, de notre rayon maximal. Donc pour ça, on veut calculer la distance D, mais ça tombe bien parce qu'on veut calculer une distance entre l'origine et un sommet dont on connaît les coordonnées. Les coordonnées, c'est toutes 1 ou moins 1. Et donc, on a une formule pour faire ça. Est-ce que quelqu'un se souvient? Donc, on a... Donc maintenant, on regarde la distance entre toujours l'origine et puis un point qui est de coordonnées 1, 1, 1, etc. jusqu'à 1, mais n fois. Cette distance-là, ça correspondait à prendre la racine et chacune des coordonnées au carré. Donc 1 au carré, plus 1 au carré, plus, etc., plus 1 au carré. Il y a n termes, donc au total, ça fait racine de n. Très bien. Hop. Donc effectivement, on a d égale racine de n et ln égale racine de n moins 1. Donc si ça ne vous plaît pas trop comme formule, on peut calculer les premiers termes. Donc on a déjà fait les deux premiers, on avait 0,4, 0,7. Et déjà, en dimension 4, on voit que notre cochonnet, il peut être de rayon 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est de la même taille que nos boules de pétanque. Bon, c'est assez original quand même pour un cochonnet. Mais ensuite, c'est encore plus inquiétant parce que la taille du cochonnet peut grandir et peut même dépasser 2. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si on a dit qu'on voulait placer nos boules de pétanque dans une boîte, en fait, cette boîte qui est centrée à l'origine, elle est de côté, les côtés sont délimités dans les hyperplanes d'équation 2 et moins 2. Donc ça veut dire que quand notre cochonnet a un rayon plus grand que 2, en fait, il sort de la boîte qui était censée contenir de boules de pétanque. C'est quand même vachement curieux. Enfin, pourtant, c'est toujours le même problème. Le cochonnet reste toujours tangent à nos sphères. Il ne dépasse pas de nos sphères, mais il déborde sur les côtés de notre boîte. Donc, vous voyez que finalement, OK, on a pu se donner des équations, définir nos objets en dimension quelconque, mais on a encore des surprises, parce que si on essaye de s'imaginer une sphère de dimension 10, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est un peu comme hérissée, et qu'elle ne va pas être contenue dans la boîte qui contient nos boules de pétanque. Donc voilà, un peu une curiosité que peuvent nous réserver les grandes dimensions. Donc comme quoi, on n'a quand même pas forcément toujours fait le tour du sujet. Et ça illustre aussi une thématique assez classique, par exemple pour les problèmes d'analyse de données, de big data, ce genre de choses. En fait, le fait que les distances en dimension n, de points sont très vite facilement éloignés, sont facilement très éloignés. On a un peu une structure très lacunaire en grande dimension. Vous voyez, notre boîte, en fait, elle contient un volume énorme. Ça fait partie des problèmes récurrents de malédiction de la grande dimension, qui interviennent dans des problèmes d'analyse de données. Bon. Donc voilà, maintenant qu'on a résolu notre problème du cochonnet, qu'on a vu un peu comment on faisait de la géométrie sur des espaces de dimension 4 ou plus, on va voir un exemple de problème maintenant concret. On va partir d'un problème concret et voir en quoi c'était utile de faire comme ça de la géométrie en dimension quelconque. Donc, je prends un problème concret d'optimisation avec un fabricant de gâteaux qui a 2 produits à vendre. Au début, on commence avec 2 parce qu'on a dit que la dimension 2, c'est quand même plus facile. Donc, des madeleines et des financiers. Il en tire des bénéfices, donc, par exemple 10 € par kilo de madeleine et 15 € par kilo de financier. Mais il a des contraintes, il a des stocks en farine, en beurre, en sucre. Alors, je sais qu'il y a des œufs, mais on va dire qu'il n'a pas besoin de se soucier des œufs, je ne sais pas. Et donc, pour chaque produit, il utilise une certaine quantité de chacune des ressources et il ne peut pas dépasser ces ressources. Donc déjà, comment on modélise ça mathématiquement? On va se passer donc on a dit dans un espace à 2 variables, où chaque variable correspond au produit qu'on peut fabriquer. Et on veut optimiser notre bénéfice, qui s'exprime de cette manière-là, puisque c'était 10 € par kilo de madeleine, donc là, les quantités, on va dire que c'est en kilos, et 15 € le kilo de financier.
Et on a des contraintes qui s'expriment de cette manière-là. Alors, j'explique juste rapidement comment j'ai obtenu ces inéquations. Par exemple, pour la deuxième, 0,2x1 plus 0,6x2 inférieur ou égal à 40, c'est parce que pour le beurre, j'avais dit que pour 1 kg de madeleine, il faut 0,2 kg de beurre, donc c'est quantité de beurre par kilo de madeleine. Ici, c'est la quantité de beurre par kilo de financier. On ne voit rien. Bon. Et donc, je multiplie à chaque fois par la quantité de madeleine que je produis et la quantité de financier que je produis quand je suis dans la situation X1 et X2. Et ça doit être plus petit que les stocks disponibles, qui étaient de 40 kg pour le beurre. Donc c'est comme ça que j'ai obtenu ces trois inégalités. Et comment maintenant... Donc voilà, donc là j'ai mon problème de manière mathématique. Voilà, j'ai une fonction à maximiser et puis j'ai des contraintes. Bon. Mais on peut s'en donner une interprétation géométrique en plaçant nos deux variables sur nos deux axes. Et alors ce qu'on voit, c'est que nos inégalités, elles ressemblent un peu à des équations de droite. Si on avait un égal ici, on aurait une équation de droite. Et cette droite, c'est exactement celle qui correspond à la droite que j'ai tracée là, pour farine. Et dire que nos points vérifient cette inégalité, ça veut dire qu'en fait, on se place dans l'espace qui est en dessous de la droite. Donc pareil pour le beurre, on a une autre droite, et il faut qu'on se place dans l'espace qui est en dessous de la droite. Et pareil pour le sucre. Et on veut aussi produire des quantités positives, bien sûr, de madeleine et de financier. Donc on va rester au-dessus des axes X1 et X2. Donc finalement, toutes les situations qui sont possibles pour notre fabricant, c'est celles qui sont dans ce polygone-là, délimité en marron. Donc dès qu'il fait le choix de produire une certaine quantité de madeleine, une certaine quantité de financier, hop, c'est comme choisir un point dans ce polygone. Et donc lui, ce qu'il veut, c'est optimiser sa fonction de bénéfice. Donc le bénéfice qui était aussi exprimé de manière linéaire, puisque c'était de la forme... donc voilà, le bénéfice était aussi de la forme AX1 plus BX2, avec... non, c'était 10 et 15, voilà. Ça, hop. Donc, par exemple, donc là, la droite rouge que j'ai tracée, ça correspond aux situations où il fait 500 € de bénéfice. Donc, tous les points qui sont là, donc ceux-là, il ne peut pas les atteindre de toute façon, mais il sait que s'il se place dans cette situation-là, où il vend quelque chose comme 36 kg de financier, il gagne 500 €. Et pareil, s'il vend 50 kg de madeleine. Oui. Mais sa question, lui, c'est comment il fait pour maximiser ce bénéfice. En fait, si on augmente les quantités, forcément, on va augmenter les bénéfices qu'on en tire. Donc, par exemple, s'il se place sur les points de cette droite-là, il va avoir un bénéfice de 1 000 €. Et on voit que ce qui l'intéresse, ça va être de continuer à déplacer sa droite jusqu'à atteindre les bords de son domaine. Et voilà, donc s'il se place dans cette situation-là, il fait un bénéfice de 1 190 € et il sait qu'il ne peut pas aller au-delà parce qu'il est limité par ses stocks. Et il sait même, en regardant les coordonnées de ce point-là, combien de madeleine et combien de financiers il va devoir vendre pour atteindre cette situation. Alors par contre, ce qui aurait pu se passer, c'est que la droite ici, elle a une tête très différente et elle soit plus penchée, et qu'en la faisant se déplacer, par exemple, on atteigne le maximum à ce point-là. Ça veut dire qu'il aurait dû vendre que des financiers et pas de madeleine pour faire le maximum de bénéfices. Mais en tout cas, ce qui illustre cet exemple, c'est que le maximum est atteint sur un sommet de mon polygone. Ça va toujours être le cas, en fait. A priori, il pourrait choisir une situation dans toute cette zone, mais on sait qu'il a intérêt seulement à regarder les sommets et à regarder où est-ce que sa fonction bénéfice va être maximale. En fait, ça va être exactement pareil s'il a plus de produits. Si maintenant il a 3 produits, il vend en plus des financiers, des madeleines et je sais pas, des 4 quarts, il faut imaginer qu'on ait un troisième axe qui sorte du tableau. Donc cette fois, nos contraintes, elles ne vont plus définir seulement des droites, mais elles vont définir des plans. Et donc les plans vont se couper et former un genre de polyèdre.
Mais de la même manière, le maximum de la fonction bénéfice va être atteint forcément en des sommets du polyèdre. Et donc si on continue, si on se donne encore plus de produits à vendre, bah, ça fait plus de dimensions, ça fait des polytopes qui vont avoir de plus en plus de faces, de sommets, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de tester notre fonction partout sur tout notre polytope, on va juste devoir regarder les sommets. Donc on a un peu facilité notre problème, et c'est la vision un peu géométrique qui nous a fourni ces arguments-là. Donc après, c'est vraiment un algorithme utilisé de manière très concrète par n'importe quel industriel ou société de service qui a besoin de choisir quelle quantité elle va produire des différents produits qu'elle propose en fonction des contraintes. Donc elle utilise ce qu'on appelle, ça s'appelle l'algorithme du simplex. Alors après, c'est pas toujours évident en fait de trouver quel va être le bon sommet de notre polytope. Mais donc voilà, donc je voulais, donc c'était un petit exemple de situation vraiment concrète, de problème très concret qui va s'exprimer en grande dimension et sur lesquels avoir une certaine vision géométrique est utile. Donc pour finir, je voulais vous présenter un peu quelques ressources si vous voulez aller prolonger le voyage dans la 4e dimension et au-delà. Donc je ne peux que vous recommander très chaudement le film Dimension, duquel sont extraites toutes les vidéos que j'ai présentées. Donc il est disponible en libre accès sur Internet et il y a aussi tout un dossier pédagogique extrêmement bien fait. Donc c'est vraiment très très intéressant, je vous reconseille très chaudement. Et il y a aussi de très bonnes chaînes de vulgarisation sur YouTube qui traitent le sujet. Donc il y a Michael Launay, Micmat, qui est un ancien élève d'ici aussi, qui a fait une série de vidéos sur la 4e dimension. Et en anglais, il y a Three Blue, One Brown et Numberphile qui ont abordé le problème des histoires de boules hérissées. Bon, pas avec des boules de pétanque, mais c'est d'eux que je me suis inspirée. Et enfin, si vous voulez revoir les solides de Platon et puis d'autres solides assez jolis, il y a ce site-là, l'Encyclopédie des femmes mathématiques remarquables. Donc voilà, j'espère que ce voyage vous a plu et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions. Oui. Bah, est-ce que tu peux venir? Non? Ouais, mais... Ouais, si ça vous intéresse, la question. Oui? Alors, comment démontrer que le maximum de la fonction est atteint sur l'un des sommets? Alors, tu veux dire juste par des équations algébriques ou est-ce que... Alors, attends. Ah, parce que c'est une simulation. Bah, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est pas vraiment une simulation. J'ai juste dit que si tu regardes... Donc là, j'ai juste dit que... Enfin, ça, c'est l'ensemble des points où En fait, je regarde les lignes de niveau de ma fonction. Je dis... si je me fixe un bénéfice, à quoi ça ressemble la tête de toutes les situations que je peux atteindre? Et ça a une tête de droite. Ça vient de la forme de mon bénéfice qui s'exprime comme une équation de droite. Donc je sais que ça va être tous les points ici. Et à chaque fois que je vais me fixer un bénéfice, ça va être une droite parallèle comme ça. Et donc ensuite, il suffit de voir que... il faut aussi se dire pourquoi ça augmente quand je vais dans cette direction-là. Oui, c'est ça. C'est que ça vient de ce problème qui... tout est linéaire ici. On n'a pas de carré. À chaque fois, c'est pour ça qu'on a bien des droites et on va bien avoir des hyperplans, etc. Et donc ici, oui, c'est bien une droite et elles vont toutes être parallèles à celle-ci. Et du coup, on voit qu'en la faisant varier au maximum, on atteint ici. Mais tu vois que si elle était plus penchée, si elle était plus horizontale, j'ai pas fait d'exemple, mais si elle était plus comme ça, en la faisant grandir, on aurait pu atteindre ce point-là, en fait, au final, ou l'autre point. Et c'est la même idée pour... Je sais pas. Ok. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?